Donc dans l'idée, le jeu en fait c'est un... Ce que j'ai pris des notes là. Hein. Le jeu je l'ai appelé Le Monde du Donia Bataille pour Valdoran parce qu'en fait le Monde du Donia c'est le jeu de rôle papier que j'ai écrit qui est sur le même univers, exactement le même univers, c'est juste qu'on va jouer en moins 500 alors que moi le jeu de rôle quand moi je l'ai écrit ça se passe dans les années 800, 900 quoi, dans ces eaux là donc c'est quasiment, enfin c'est même 1000 ans avant quoi. Et donc en fait c'est un jeu de rôle avec des phases de gestion. Donc en gros, il y a des phases où on va jouer en temps réel, où c'est du jeu de rôle, donc la discussion de personnages entre autres personnages, et des phases au tour par tour, parce qu'en fait, comme je dis, c'est un jeu de gestion, bah forcément il y aura des phases de tour par tour, des phases de préparation, des phases d'entretien de village, etc. Quoi. L'idée c'est que dans le contexte du jeu, c'est que on est en moins 500 avant un événement que j'ai appelé le jour blanc dans cet univers-là. Dans ce jeu-là, parce que je veux pas expliquer ce qui se passe en lance 0, parce que sinon ça spoil un peu. Donc je l'ai appelé le jour blanc pour cet univers-là. Et donc c'est actuellement les hommes vénèrent des créatures au pouvoir et à la taille incommensurable, capables de créer des montagnes, des forêts, des déserts et des rivières. Ils veillent au développement de la vie sur le continent. Donc ça c'est en gros les divinités qui sont présentes sur le continent et qu'on appelle les titans. Après de funestes événements ayant entraîné la mort d'une grande partie de la population, les hommes prirent la décision de recommencer à coloniser Valdoran, donc Valdoran le continent. Ils créèrent des villages espacés et désignèrent des chefs dans chacune de ces villes. La première loi fut créée, ainsi toute personne qui accomplissait une tâche importante pouvait avoir le droit de le léguer. Merci Clémence pour le resub. Ainsi toute personne importante pouvait avoir le droit de léguer les fruits de son travail à ses enfants. La première loi avait aussi pour but d'instaurer des règles entre chaque ville. Vous incarnez les chefs des nouveaux villages et votre rôle c'est de faire en sorte que votre domaine prospère, que ce soit par le biais d'accords commerciaux avec les autres seigneurs, via la production de ressources, ou par la guerre en prenant le contrôle de territoires de vos adversaires, ou même de vos alliés, via vos troupes. Une partie se déroulera donc en 2 phases. La première phase est appelée pré-jeu et se déroule en tour par tour. Chaque joueur passe devant le MJ et effectue des étapes de développement de son territoire. Et la deuxième phase se déroule en temps réel. J'espère que tu vas bien Clémence. Bonsoir à toi. Ça c'est pour le contexte, pour le cadre, pour savoir un peu dans quoi vous jouez. Donc bien évidemment c'est un JDR médiéval fantastique. Et donc la première étape, avant tout, ça va être la création de village. Hop, voici le texte. Paf, je vais mettre ça sur le côté. Donc ce que vous verrez, c'est exactement cette carte-là, sauf qu'elle sera coupée là, coupée là. Je l'ai réduite parce que normalement elle est beaucoup plus grande, mais en fait je me suis dit, comme on sera pas beaucoup au début, on sera à peu près une dizaine de joueurs, il vaut mieux une carte plus réduite pour avoir plus d'interaction. Donc je l'ai volontairement coupée. Donc vous aurez cette carte là avec la première ville qui est ici, c'est Uriel, qui est en gros la ville la plus importante du continent quand vous commencez. Faut vous dire qu'en fait il n'y a pas qu'une ville sur le continent. En fait comme disait le contexte, les humains ont recolonisé Valdoran parce qu'en fait il s'est passé on va dire des cataclysmes qui ont fait que la population s'est soit éparpillée, soit s'est fait massacrer. Donc en gros, les villages qui étaient un peu de grande taille ont été très réduits. Et en fait, beaucoup de gens, par exemple, il y a des petits campements de une trentaine de personnes et tout, mais c'est pas ce qu'on peut appeler un village, quoi. Il y a des campements de 10 habitants par-ci, 10 habitants par-là qui vivent un peu reclus, soit dans les bois, soit dans les montagnes et tout. Mais en gros, quand ils commencent à se rassembler, et qu'une population atteint 40 habitants, et que, on va dire, l'un des habitants a pris le lead de ce petit hameau, appelé petit hameau, il peut être convié à aller se présenter à la ville principale d'Uriel pour potentiellement revendiquer son territoire et donc devenir seigneur de son village. Il va lui offrir des échanges commerciaux avec d'autres seigneurs et tout, donc c'est quelque chose d'assez important. Donc il faut vous dire en gros que même si on voit qu'une seule ville là sur la carte, faut vous dire qu'il y a peut-être quelques campements, quelques petites bourgades de 5-10 personnes par-ci par-là qui vivent dans le monde, quoi. Donc vous, en ayant ces infos là, il faut vous dire ok, moi je veux commencer potentiellement, je sais pas, quelque part là.
Donc en gros, vous devez choisir 3 cases sur la carte. Donc les cases sont des hexagones. Hein. Les cases, elles doivent être espacées de 10 cases l'une par rapport à l'autre. Donc par exemple, vous pouvez pas dire je choisis cette case là, cette case là et cette case là. Vous devez les espacer de 10 cases l'une par rapport à l'autre. Donc par exemple, cette case là, ensuite sûrement celle-là, et je sais pas, par exemple celle-là, d'accord. Vous voyez que Uriel, qui est la première ville du monde, et donc si la première case est libre et a plus de 3 cases d'une autre ville, donc ça veut dire que en gros, parce que vous savez pas en fait quand vous commencez s'il y a une ville potentiellement sur la carte, peut-être qu'un autre joueur s'est installé là, et ben vous dites je choisis celle-là, et bien potentiellement moi je vais juste vous dire non, elle est pas disponible, mais ça peut être pas disponible parce qu'il y a une ville dessus, ou potentiellement parce qu'il y a une ville juste là, donc vous ne pouvez pas être à moins de 3 cases en fait d'une autre ville quand vous commencez. Donc si jamais la première, vous choisissez donc 3 cases, si la première case est disponible, bah très bien, vous commencez votre ville ici. Si elle n'est pas disponible, on passe à votre deuxième case, on regarde si les conditions elles sont remplies. Si elles sont remplies, on s'installe ici, sinon on passe à la case suivante. Et dans le cas où les 3 choix sont indisponibles, le joueur peut ajuster son choix en étant le plus proche de ce qu'il avait choisi à la base. Donc en fait là, en gros globalement, si vos 3 cases elles sont pas disponibles, je vais te dire ok, on prend la première case, donc c'était celle-là que tu avais choisie. Bon bah en fait tu peux pas te mettre là, mais tu peux potentiellement te mettre là, là, là ou là. Qu'est-ce que tu choisis? Et en fait on joue comme ça. En gros je veux faire ce système là parce que je veux pas permettre. Déjà je trouve que l'information, le fait de découvrir un peu où les joueurs sont placés sur la carte, c'est hyper important. Donc je veux pas trop donner l'info. Et ensuite ben, potentiellement, ça fait aussi une partie du jeu de pouvoir échanger de l'information avec d'autres joueurs. Par exemple, tu vas parler avec ton voisin et tu vas dire ouais, est-ce que tu sais si le joueur s'il y a un joueur qui est placé près de toi, enfin un seigneur qui est placé près de toi, etc. Salut Isil. Donc je trouve que ça fait de l'information et ça fait du jeu, donc c'est dommage de donner toutes les infos. Voilà pour le placement de village. Ensuite c'est important donc de considérer que chaque case produit un type de ressources en particulier. Donc une case pleine, c'est les cases qui sont vertes claires, ça va produire 4 céréales, 0 bois, 0 pierre, 0 fer. Donc juste de base, la case elle produit ça. Ça veut dire que si tu appartiens, enfin si ton territoire, dans ton territoire tu as cette case là, elle va produire 4 céréales. Une case neige va produire 3 céréales, donc une céréale de moins. Case neige c'est case blanche évidemment. Une case sable va produire 2 pierres, c'est case jaune. Une case montagne, c'est les cases marron foncé. Ici vont produire 1 de fer. Et les cases forêt, donc les cases forêt, cases fer foncé avec des arbres, vont produire 1 de céréales et 2 de bois. À noter que les cases marron très foncées ici sont des cases qui sont on va dire considérées genre merveille, ce que tu veux quoi. En gros c'est implaçable, tu peux pas te mettre sur une case marron très foncée. De même que... Ah non, elles apparaissent pas, il y avait d'autres cases ici qui ne sont pas disponibles. Également, si dans votre case il y a une rivière, vous gagnez 1 de céréales. Donc on imagine ici, c'est une case pleine avec une rivière. Donc tu gagnes 4 céréales, plus une rivière, 5 céréales. Une case forêt ici, avec une rivière qui passe. On est donc à 1 céréale plus de bois, plus une céréale, ce qui fait 2 céréales et 2 bois. Pareil, case montagne, etc. Il y a bien des cases montagne, je crois, où il y a des rivières dedans. Regardez, mais j'ai pas l'impression en fait. Non, pas... Ah, si, là. Ah, c'est rare. Hein. Une là. Je crois que t'en as une là aussi. Là, c'est la source en fait, elle sort de là, donc oui, ça compte. Ouais, donc il y en a pas tant que ça, des cases rivières et des cases montagnes. Votre ville commence au stade petit hameau, donc en fait le stade petit hameau vous voyez il est là dans la liste, hein. Donc petit hameau ça veut dire que vous avez 42 populations, NA puisque non applicable c'est ce que ça vous coûte de passer votre village en stade petit hameau, hein. Vu qu'il commence en petit hameau vous n'avez rien à dépenser. Vous possédez 2 territoires, votre petit hameau a 6 de défense, et là c'est si vous avez des palissades, des murailles, des remparts, donc vous en avez pas au début, donc vous avez que 6 de défense. Ce qui veut dire que, imaginons, vous avez 2 territoires à placer, mais quand vous commencez, vous allez dire je commence ici. Donc un territoire, vous placez votre ville, ok, vous gagnez des ressources.
Mais tu dois placer ton deuxième territoire. Donc vous pouvez constater que votre petit hameau possède 40 habitants et que vous possédez 2 territoires. Avec le MJ, lors de la création, vous avez choisi un territoire. Donc effectivement, on va dire que vous avez choisi celui-là, vous avez ce territoire-là. Il vous faut en placer un deuxième, celui-ci doit être adjacent au premier, une route est ensuite placée automatiquement. Donc vous avez commencé sur celui-là, vous pouvez choisir l'une des 6 cases adjacentes à votre territoire pour placer en fait pour placer rien du tout, en fait c'est juste une extension de votre territoire, et par contre vous produirez également les ressources de cette case. Donc imaginons, je commence ici, je produis 5 céréales puisque je suis une plaine sur une rivière. Si je choisis celui-là, je produis également 2 céréales et 2 bois parce que j'ai une case forêt avec une rivière dedans. Ensuite, une route est placée automatiquement, donc ça veut dire qu'on va placer une route, c'est ceci, hein, juste, vous voyez, une petite route. Elle sera placée entre votre premier territoire et votre second territoire. Donc en gros, elle s'arrêtera genre en plein milieu, hein, on s'en fout. Voilà. Ensuite, vous effectuerez les phases suivantes qui sont ici et que je vais expliquer plus bas, hein, qui sont en fait dans le livre de règles que vous aurez à votre disposition. Donc, le jeu, en fait, comme je disais, il se déroule en fait avec une phase donc de gestion de ville et après une phase de temps réel où vous négociez de seigneur à seigneur, où il y aura quelques événements, des petits scénarios, des trucs comme ça, d'accord ? Et la première étape, c'est la gestion des influences. Donc pour contrôler son territoire, un seigneur doit avoir avec lui le peuple, l'armée, la foi et l'argent. Il y a 4 domaines en fait. Donc la population, l'armée, donc le militaire, la foi, la religion et l'argent, la tunasse, hein, il n'y a pas d'autre mot. Une fois par partie pendant la phase 1, donc la première phase c'est la phase en fait la phase 1 c'est la phase de gestion et la phase 2 c'est la phase de jeu en temps réel, d'accord. Un joueur peut effectuer l'une des actions d'influence suivantes. Donc en gros il y a autant d'actions ici, donc il y en a 2 en population, il y en a 2 en militaire, il y en a 2 en religion et il y en a une en économie, et vous pouvez faire une seule des actions de tout le menu là. Donc pas par domaine, hein, c'est par exemple vous voulez faire de l'espionnage, bon bah vous pourrez pas faire d'action en population, vous choisissez ce que vous voulez. Toutes les actions généralement, la population c'est de mettre des cartes qui ont des effets que vous verrez tout à l'heure. Militaire, l'action militaire ça peut être espionnage, donc vous choisissez une case ville, donc par exemple on imagine vous choisissez Uriel, et vous obtenez les informations suivantes, donc est-ce qu'il y a des troupes en stationnement, si oui combien. Si jamais il y a des troupes qui quittent la ville, vous avez l'information que les troupes quittent la ville et également la direction. Vous n'avez pas la localisation précise d'où ça va, mais potentiellement, en gros, si les troupes font comme ça, vous aurez la direction nord. Si les troupes vont comme ça, vous aurez nord-ouest. Voilà. Vous pouvez faire contre-espionnage en militaire, donc vous choisissez une case ville et si le propriétaire de la ville effectue une action d'espionnage contre vous, vous obtenez l'information. Donc en gros vous savez que le mec vous a espionné, lui il n'a pas les infos d'espionnage du coup. Et en plus vous faites un challenge contre lui au pierre feuille ciseaux, non contre moi avec le MJ. Et si vous gagnez vous avez également, en fait vous faites automatiquement un espionnage contre la ville qui a tenté de vous espionner. En fait l'intérêt c'est que, enfin ça se traduit comment, c'est comme si en fait vous aviez attrapé l'espion et que vous l'aviez torturé en fait. Si vous échouez vous obtenez rien de plus, ça veut dire qu'en fait vous avez quand même capturé l'espion, puisque bah lui n'a pas fait de rapport d'espionnage. Par contre en fait il n'a pas donné d'informations concluantes. En religion, vous pouvez placer des cartes, donc une carte bénédiction ou une carte pèlerinage. Et en économie, vous piochez des cartes villes. En fait, vous tirez au sort des villes au hasard sur la map. Et en fait, vous gagnerez 3 d'or si vous commercez avec cette ville pendant la partie. Donc imaginons, je tombe sur la ville de Isil. Si je commerce avec Isil durant la partie, je gagnerai automatiquement 3 d'or. Peu importe ce que je vais faire comme échange commercial. Donc ça, c'est la phase de gestion de l'influence. Ensuite, vous passez à la phase de gestion de votre village. Donc gestion du village, production comme je disais, chaque territoire sous le contrôle d'un joueur produit des ressources, puis chaque bâtiment de production sous le contrôle d'un joueur lui rapporte également des ressources. Donc c'est 2 choses différentes. Donc ton territoire, on imagine par exemple cette ville là, elle posséderait que ces 2 territoires là, bon bah elle produit 5 céréales puisque 4 céréales pleines plus une rivière, et celle-là également 5 céréales parce que pleine plus rivière, ok. Là on est bon. Également, un joueur dispose d'un nombre de territoires qu'il peut garder sous son contrôle en fonction du stade de sa ville. Donc effectivement, au petit hameau, j'ai 2 territoires. Au stade petite bourgade, j'ai 3 territoires. Ok. Ce qui veut dire que quand vous montrez de taille de ville, vous allez gagner plus de territoires et vous allez gagner plus de ressources.
Lorsqu'il obtient un nouveau territoire, il le place sur la carte. Un nouveau territoire doit être connecté au territoire de la ville du joueur. Il peut être reconnecté s'il est adjacent à son territoire, donc on peut le connecter en étant juste à côté. Ou alors, il peut être connecté par une route, mais doit être à 3 cases maximum d'un autre territoire lui appartenant. Ce qui veut dire que, en gros, je peux très bien dire, je place mon territoire ici. Il est à 2 cases de mon autre territoire. Mes 3 territoires sont donc 1, 2, 3. Mais par contre, je dois le relier avec une route. Ok ? Une route coûte 1 pierre lorsqu'elle est créée. Une route, c'est une case. Donc par exemple, si jamais je crée un territoire ici et que je crée une route sur ce territoire, il est automatiquement relié en fait à l'une de mes cases ici. Ça relie pas les deux. Mais par exemple, je fais une route. Vu qu'il y a déjà des routes sur ce territoire-là, je dis par exemple, je fais une route de là à là. Et ben ça le relie. Un pont doit être créé pour franchir les rivières. Un pont d'ailleurs, je l'ai pas mis là, mais ça coûte 2 de pierre. Donc là j'explique que chaque territoire produit des ressources passivement, mais cependant le moyen le plus efficace d'obtenir des ressources c'est de construire un bâtiment de production sur le territoire qu'il possède. Il est possible de créer un seul bâtiment de chaque type. Donc vous pourrez créer, il y a 4 types, il y a ferme, camp, qui est un camp de bûcheron, carrière qui est une carrière de pierre, mine qui est une mine de fer. Donc 4 bâtiments, et donc ils sont obligatoirement construits sur des cases particulières. Donc la ferme sur une plaine ou sur une neige. Donc une case plaine ici, une case neige en blanc. Des campements, enfin des camps de bûcherons sur des cases forêt en vert foncé. Les carrières sur des cases montagne marron ou des cases sable. Et des mines sur des cases montagne uniquement. Leur coût de création est à droite. Donc on voit que par exemple qu'une ferme coûte 2 céréales pour être créée et qu'ensuite elle produira 3. Un camp de bûcheron coûte 1 céréale, 2 de bois et produira ensuite 3 de bois, etc., etc. Un territoire est considéré comme étant sous le contrôle du joueur A si le territoire a été créé par le joueur A et ne possède aucune troupe ennemie en son sein, où le territoire possède un bâtiment de production et a été créé par un autre joueur, mais le joueur A possède une de ses troupes dans le territoire. Donc imaginons, Uriel possède une mine ici et une ferme ici. Elle produit actuellement 4 territoires en ressources passifs, donc je ne vais pas les compter mais ça fait pas mal de ressources, plus les ressources de sa ferme niveau 1, plus les ressources de sa mine niveau 1. Imaginons Isil a ses troupes dans cette case-là. Eh bien, le territoire possède un bâtiment de production et a été créé par un autre joueur. Donc en gros, pas le joueur A, hein. Mais le joueur A possède une de ses troupes dans le territoire. Donc en gros, le joueur A, enfin pardon, la question c'est: un territoire est considéré comme étant sous le contrôle du joueur A si le territoire possède un bâtiment de production et a été créé par un autre joueur que le joueur A. Mais le joueur A possède une de ses troupes dans le territoire. Donc imaginons le joueur A possède des troupes dans ce territoire-là. Et ben c'est pas son bâtiment de production au joueur A, c'est le bâtiment de production de la ville d'Uriel. Mais le joueur A possède des troupes dans le territoire, donc ça veut dire qu'en gros les ressources reviennent au joueur A et pas au territoire d'Uriel. Parce qu'en gros il perd le contrôle du territoire. Acheminement des ressources. Pour que les ressources soient acheminées à votre ville, il faut qu'une charrette puisse faire le trajet. On imagine une charrette, un convoi, ce que vous voulez. Ainsi, il faut qu'il y ait une route, des ponts et des passages accessibles. Donc ce qui veut dire que, imaginons, vous faites une ferme ici. Et ben les ressources ne peuvent pas transiter. Les ressources ne peuvent pas transiter en gros s'il n'y a pas de route. Faut considérer comme ça, quoi. Ensuite, donc une autre phase. Là c'était la phase donc production. Ici la phase donc tirer les événements. Donc en gros le temps fait évoluer votre ville, les événements sont la conséquence du temps, parfois bon, parfois mauvais, ils changent la phase de votre village. C'est une partie d'aléatoire en fait qui va définir un petit peu ce qui est arrivé entre chaque phase de jeu. Puisqu'en fait il faut vous dire que à chaque fois qu'on joue, on imagine, c'est moi qui fixerai le temps, mais par exemple on aura accès aux règles, ouais bien sûr. On imagine que par exemple vous faites une partie et en fait la deuxième partie en fait c'est 5 ans plus tard. Donc en 5 ans il s'en est passé des trucs dans votre village. Donc vous allez tirer des événements. La liste des événements elles sont ici, donc c'est dans votre deck. Et tout à l'heure je vous ai parlé des cartes. Et en fait les cartes vous avez 4 decks. Donc un deck population, un deck militaire, un deck religion, un deck économie.
Et avec les actions d'influence, il est possible de placer des cartes dans les decks de vos alliés ou de vos ennemis. Ces cartes, elles vont avoir des influences, elles vont avoir des effets. Et en fait, du coup, vous allez potentiellement changer un peu le destin de la ville de vos alliés et de vos ennemis grâce aux influences. Donc on va lire quelques cartes hein, comme ça, vous voyez qu'en gros, à chaque fois il y a 10 cartes, c'est les cartes de base, et après vos decks ils évoluent. Donc en gros, une chance sur 10 de piocher par exemple, population heureuse, gagner immédiatement 1 en céréales, bois et pierres. Impôt, gagner 1 en or. Journée banale, aucun effet. Rébellion, perdez immédiatement 1 en céréales, bois et pierres. En militaire, j'en lis 2-3, enrôlement d'archers, le coût des archers est réduit de 1 en céréales. Trahison, perdez une troupe au hasard parmi piquiers, archers ou cavaliers. En religion, pluie divine, la production de céréales augmente de 2. Petit jour de fête, vous pouvez organiser une fête en l'honneur d'un dieu, payer 1 céréale et gagner 1 en or. Ou en économie, marchand de bois itinérant, vendez un bois pour 2 d'or ou achetez un bois pour 3 d'or. C'est qu'une fois. Faillite, perdez immédiatement 2 en or. Si vous ne possédez pas d'or, perdez 2 ressources par or non payé à la place. Ensuite, des cartes supplémentaires qui vous sont rajoutées dans votre deck si vous construisez des bâtiments. Donc par exemple, si vous construisez, je crois que ça s'appelle le temple, vous avez une carte dans votre deck religion qui est gagner immédiatement 2 en céréales, bois, pierre ou fer. Donc il est rajouté à votre deck, vous la piochez pas, vous choisissez pas de la piocher, hein, c'est de l'aléatoire, mais vous pouvez la piocher. Une ville commence avec 4 decks, 1 pour chaque domaine. Chaque deck comporte 10 cartes événements quand vous commencez. Un deck se modifie au fur et à mesure de l'avancée dans le jeu. Au départ, chaque deck comporte une carte négative, 8 standards et une positive. Les standards, globalement, c'est des positives. Ça vous donne des effets, mais en fait, des effets intéressants. Mais la carte positive vous donne un gros effet, en fait. Ce serait plutôt, si on peut l'expliquer, c'est une carte négative, 8 cartes positives et une carte super bien, tu vois. Mais bon. Mécanique, le MJ vérifie les cartes du deck, les mélange et fait tirer une carte au joueur. Il lise ensuite la carte et le MJ applique les effets. Les cartes positives vertes appliquent un bonus. De plus, le joueur tire au hasard une des 3 autres cartes. Une carte des 3 autres decks. Donc imaginons vous avez la carte positive dans le deck population. Vous allez tirer une carte dans le deck militaire, dans le deck économie et dans le deck religion, et vous décidez de les remplacer par une carte standard. Donc imaginons en fait vous pouvez tomber sur une carte négative et l'enlever de votre deck. Les cartes standards bleues appliquent un effet neutre. Les cartes négatives rouges appliquent un malus. De plus, le joueur tire au hasard, si vous tombez en fait sur une carte rouge malus, de plus le joueur tire au hasard une carte des 3 autres decks, donc pareil que si c'est une positive. Et si elles ne sont pas négatives, donc vous tombez sur une carte positive ou neutre, le MJ les remplace par une carte négative rouge. Donc en gros c'est plus facile d'avoir des cartes négatives que des cartes positives. Un joueur peut choisir de renoncer à la pioche d'un de ses decks pour le remettre à 0. Il ne peut faire ça qu'une fois par session et avec un seul de ses 4 decks. Donc ce qui signifie que par exemple votre deck religion, il a 3 ou 4 rouges dedans, vous pouvez dire non, je ne piocherai pas de carte religion pour cette partie, et donc je remets à 0 votre deck, donc qu'il y ait des cartes positives ou négatives, il est remis à 0, et vous ne piochez pas de cartes dedans pour cette partie. Vous pouvez le faire qu'avec un seul de vos 4 decks par partie. Ok, donc maintenant on passe à l'étape construire des bâtiments. Hop. Donc afin de développer ses terres, un joueur devra construire des bâtiments. Donc la liste des bâtiments est ici, vous la voyez pas trop je pense sur le live vous. Donc en gros vous avez la liste des bâtiments, donc il y a des bâtiments qui sont dans le domaine de la population. Donc en gros ces bâtiments ils vont vous permettre de ajouter de la pop, ajouter en fait des habitants à votre ville. Et parce qu'en fait pour changer de stade de ville, comme on peut le voir ici, il y a un prérequis de population. Pour passer en stade hameau il vous faut 80 de population. D'accord, vous commencez à 40. Donc en ajoutant 2 maisons, vous passez de 40 à 80 et vous pouvez acheter le stade hameau qui coûte ça. 3 de bois, 3 de pierre. Okay. L'intérêt c'est de monter juste sa défense, mais après quand vous passez au stade du dessus qui coûte 5, 3 et 1, vous gagnez un territoire supplémentaire et je vous rappelle qu'un territoire vous apporte de la production. Ça peut être assez fort. Également pour débloquer le tiers d'après, vous allez voir qu'après il y a des bâtiments de tiers supplémentaires, par exemple la maison c'est un bâtiment de tiers 2. Et il faut acheter les bas quartiers, et pour acheter les bas quartiers il faut un bâtiment de tiers 1. Donc les bâtiments de tiers 1 ça peut être
Un bâtiment de tier 1, militaire, religion, économique. Donc ça peut être une caserne, une archerie, une écurie, une palissade, ou alors un lieu de culte, ou alors une place de marché. D'accord? Et également, il vous faut le stade hameau. Donc le stade hameau est ici, à payer. Et après, pareil, vous passez tier 3, tier 4, etc. Les bâtiments militaires, ils vous permettent d'enrouler des troupes. Donc la caserne vous permet d'enrouler des piquiers, l'archerie des archers, et l'écurie des éclaireurs et des cavaliers. Également, ici, il y a des bâtiments qui vont changer parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs qui sont anachroniques par rapport à mon jeu. En fait, les mages de combat, ils n'existent pas encore. Donc, l'école de magie, ça va être l'école de magie et l'école. Non, juste l'école de magie. L'école de magie va être supprimée pour en gros une caserne améliorée, une archerie améliorée et une écurie améliorée. Il faut que je trouve un autre nom. Mais ça va changer. Et en gros, ça va vous permettre d'acheter des lanciers, des archers longs et des cavaliers lourds. En gros, c'est des unités améliorées. Voilà. Les bâtiments là, religion et économie, quand vous les créez, ça vous donne les cartes dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, ajoute la carte prière dans votre deck religion. Là, ça vous donne la carte offrande, la faveur divine, etc. Ça donc c'était pour les bâtiments. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas trop de trucs à dire, hein. Juste en fait vous avez une liste de bâtiments, vous construisez des bâtiments, les bâtiments vous octroient des bonus, donc ça peut être de la défense pour les murs, de quoi faire des unités pour les bâtiments militaires. Les decks religion et économie vous rapportent des decks pour vous développer. Population, en gros, ils sont obligés, vous êtes obligé de faire des bâtiments de population pour monter votre nombre d'habitants. Et donc monter votre territoire, quoi. Je pense qu'il n'y a rien à dire, je vais passer à la suite, vous m'arrêtez si je me trompe. Ensuite, donc là la phase, en gros tout ce qui est gestion de ville c'est terminé, maintenant vous passez à la gestion des troupes. Donc la première étape c'est d'enrôler des unités. Donc d'ailleurs là vous voyez que c'est les nouvelles unités qui sont placées, il n'y a pas de mage. Le coût pour acheter les unités, il est là, vous voyez, c'est pas énorme, ça coûte pas très cher des unités parce qu'en fait ça va être important justement d'en avoir quelques-unes. Les unités, elles ont une stat d'attaque, des points de vie, une stat de mouvement et une stat de portée. Une stat d'entretien et le tiers, ça c'est plus une information. Vous avez des cavaliers, des piquiers, des archers et des éclaireurs. Les éclaireurs, ils vont surtout vous servir dans le déplacement des troupes sur la carte monde, pour voir de loin, alors que les troupes vont vous servir à faire la guerre. Les armes de siège, elles infligent 2 de dommages aux unités au combat. Dans le cas où aucune unité ne défend la ville, une arme de siège inflige 10 points de dommages à la défense de la ville. Vous avez vu que les villes ont des stats de défense, ce qui veut dire qu'en gros, si vous n'avez pas de ville de troupes qui défend votre ville, votre arme de siège met les dommages directement dans la ville. Une fois que la défense de la ville est réduite à 0, la ville est prise. Lorsqu'une ville est attaquée par une arme de siège et que la défense est réduite à 0, elle perd un stade. Donc en gros, votre ville, elle perd un stade si votre défense a été réduite à 0. Donc on imagine vous êtes au stade hameau, vous êtes bombardé par des armes de siège, votre défense est réduite à 0, vous passez au stade petit hameau, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de destruction. Le joueur qui subit l'attaque peut à tout moment décider de se rendre pour empêcher que sa ville soit détruite. Donc on imagine, Easy il attaque Croquette. Croquette se fait bombarder d'armes de siège, elle veut se rendre, elle dit vas-y c'est bon, arrête de bombarder ma ville d'armes de siège, je me rends, ne m'attaque pas plus. Et ben dans ces cas-là, tu ne perds pas de stade à ta ville. Donc ça peut être hyper intéressant. Un joueur peut produire des troupes en dépensant des ressources. Ces troupes possèdent des caractéristiques. Donc qui sont... C'est marrant, j'ai écrit caractéristiques. Donc les caractères, je vous les ai expliqués là. Également, chaque troupe a un avantage contre une autre. Donc les piquiers ont un avantage contre les cavaliers. Les cavaliers ont un avantage contre les archers. Et les archers ont un avantage contre les piquiers. Comment ça marche? Quand des troupes s'attaquent, vous faites un Shifumi. Si vous gagnez, genre par exemple, Croquette elle gagne contre Isil, tu vas infliger ton attaque aux troupes ennemies. Si tu fais une égalité, vous vous infligez tous les deux votre attaque si c'est des troupes de corps à corps. Par exemple, des piquiers contre des cavaliers, vous avez des troupes de corps à corps, vous rentrez dedans, vous faites égalité, vous vous infligez tous les deux votre attaque. Si c'est des archers contre des piquiers, les archers attaquent les piquiers, vous faites égalité, les archers ne touchent juste pas les piquiers, en théorie.
D'accord? Les piqués n'infligent pas leur attaque alors qu'ils sont loin. Cependant, quand votre troupe a l'avantage contre une autre, par exemple les archers ont l'avantage contre les piquiers, en cas d'égalité à votre test d'attaque, c'est considéré comme si vous gagnez. Donc là, dans le cas où les archers attaquent les archers ont de base un avantage contre les piquiers. Si vous faites égalité, les archers ont gagné, donc infligent leur attaque aux piquiers. Si deux troupes qui sont corps à corps s'infligent des dommages, donc on imagine des piquiers contre des piquiers, s'attaquent et font égalité, les deux s'infligent leur attaque. Non, pardon, les deux perdent un point de vie. Même s'ils avaient 3 d'attaque les deux, ils perdent un point de vie. Faut considérer que en fait, les troupes se battent, ils prennent pas l'une l'ascendant sur l'autre, mais comme il y a un peu de mort dû à leur affrontement, et ben tous les deux perdent un point de vie. Et ils s'épuisent en fait, les troupes. Sur la carte du monde, les troupes se déplacent case par case pour initier leur mouvement. Elles dépensent leur entretien, coût en céréales. Elles se déplacent ensuite au maximum d'un nombre de cases égal à leur point de mouvement. Donc sur la carte du monde, votre troupe se déplace un peu comme à la civilisation. Donc imagine, à Uriel, j'ai des soldats. Je veux qu'elle fasse 3 cases. Donc ma troupe fait genre 1, 2, 3 cases, ok? Pour se déplacer, elles dépensent leur entretien. Toutes les troupes de base ont 1 en entretien. Donc ça veut dire que je dépense 1 de céréales pour que ma troupe fasse 1, 2, 3 cases. Ok? Tous les déplacements de troupes sont faits cachés. Le meneur de jeu informe les joueurs si les troupes des joueurs sont susceptibles de se rencontrer. En fait, moi je vais avoir des superpositions de couches de déplacement. Et en gros, si vos troupes sont susceptibles de se croiser, je vais vous informer en vous disant, voilà, bah là vos armées se voient, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous rentrez dedans? Est-ce que vous vous évitez? Est-ce que vous négociez? Ça se passe comme ça. Si vos troupes se croisent pas, elles se croisent pas, c'est tout. Rappel, une troupe ne voit qu'à 2 cases sur la carte du monde, donc cases compris, hein, donc ça veut dire qu'une troupe voit jusqu'ici, alors que les éclaireurs voient jusqu'à 3 cases. Tous les déplacements de troupes sont faits cachés. Hein. Sur la route, les troupes voient leur déplacement doublé. Donc là, intéressant justement de prendre la route. On imagine, ma troupe veut aller jusqu'ici, ça coûte pas 1, 2, 3 cases, mais ça coûte que 1 case, 2 déplacements. Vous voyez, 1 déplacement, 2 déplacements. Franchir des montagnes ou des forêts ne possédant pas de route coûte 2 déplacements. Donc on imagine, je suis ici, je veux aller là, ça me coûte 2 déplacements. Au lieu de faire 1, 2, 3, je vais juste faire 1, 2, 3. Pareil pour la rivière. Donc franchir une rivière ne possédant pas de pont coûte 2 déplacements. Il est impossible de franchir des rivières pour les armes de siège. Il sera également impossible de franchir des forêts et des montagnes. Je dis forêt et montagne. Hop, c'est rajouté. Ça me paraît pas logique que... parce que les forêts, c'est vraiment des forêts... c'est des forêts denses, quoi. Donc si elles sont pas aménagées, vous pouvez pas faire passer les armes de siège. On peut pas faire des ponts. Si, vous pouvez faire des ponts. Une route coûte 1 de pierre lorsqu'elle est créée, et un pont coûte 2 pierres. En vrai, feu de forêt. Résolution des conflits. Lorsqu'une armée rencontre une autre armée, donc vous imaginez vous vous rencontrez sur la carte, que ce soit en ville ou pas, le MJ convoque les joueurs et ils ont alors plusieurs possibilités. Donc soit vous discutez et vous trouvez d'un accord, ça peut être n'importe quoi hein, comme accord, ça peut être moi je pars au nord, tu pars au sud et on se frappe pas, ou alors bah écoute moi je veux 3 céréales sinon je te bute, voilà, vous trouvez un accord, ça se passe bien. Soit vous discutez et l'un des deux joueurs souhaite faire la guerre alors que l'autre prend la fuite. Dans ce cas, les joueurs continuent de gérer leurs déplacements. Si des unités sont plus rapides que d'autres, des combats devront être gérés. Ensuite, dans le cas où les deux joueurs décident de s'affronter, si les joueurs se sont rencontrés tous les deux sur une case dans la carte du monde où aucune troupe n'était présente, les joueurs commenceront sur une carte bataille chacun des côtés. Donc on imagine, là en gros, le cas de figure c'est... où est ma carte ? Je l'ai coupé ma carte, hop. Imaginons le cas de figure, c'est une case où il y avait personne, donc Isil est là, Seyes est là, et ils vont tous les deux sur cette case-là. Et ben en gros, la case de combat sur laquelle je vous ferai commencer, il y en a un qui commencera au nord et un qui commencera au sud. Et vous commencerez en fait chacun des deux d'un côté. Par contre, dans le cas où un joueur est sur une case, il décide de ne pas bouger et l'autre joueur l'attaque, et ben là, le joueur qui défend pourra bien se placer sur la map comme il veut, puisque c'est lui qui a les positions, et l'autre joueur attaquera, par exemple, s'il attaque de ce côté-là, il apparaîtra au sud-est de la carte. Il n'y aura pas de choix.
puisqu'il attaque par là. Par contre, s'il fait le tour, il apparaîtra au sud-est, au nord-est, pardon. Mais en gros, le joueur qui défend, bah là, il a l'avantage du terrain. Et après, voilà, je pense, là, c'est pour la résolution des conflits. Ensuite, le déroulement d'un combat. Le premier joueur choisit une troupe et effectue une action associée à sa carte. Donc on imagine par exemple les piquiers, vous avez deux actions. Donc vous avez l'action charge qui est effectuer un déplacement de 6 cases maximum vers l'ennemi, ou l'action attaque, effectuer un déplacement de 0 à 3 cases, puis effectuer un test d'attaque. C'est toujours, faut vous dire, je l'ai fait exprès pour que en gros les archers puissent pas s'enfuir, taper et tout. C'est d'abord tu fais un déplacement et ensuite attaque, sachant que les autres ils peuvent charger, mais c'est un déplacement de 6 cases vers l'ennemi. Lorsqu'une troupe attaque une autre troupe au corps à corps, les joueurs effectuent un test d'attaque. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux, pardon. La troupe qui réussit inflige son attaque au point de vie de la cible. En cas d'égalité, les deux troupes perdent un point de vie. Donc dans le cas où c'est des troupes au corps à corps tous les deux. Hein. Lorsqu'une troupe attaque une troupe à distance, les joueurs effectuent un test d'attaque. S'il réussit, la troupe inflige son attaque au point de vie de sa cible. Tiens, d'ailleurs, c'est pas bon ça. Faudrait dire lorsqu'une troupe à distance... Lorsqu'une troupe à distance attaque une autre troupe. Ce serait mieux, je pense. Les joueurs effectuent un test d'attaque si aussi la troupe à distance et inflige son attaque à l'ennemi. En cas d'égalité, il ne se passe rien. Donc en gros, l'attaque à distance, l'intérêt c'est que tu puisses taper sans te blesser sur une autre troupe. Par contre, en cas d'égalité, tu loupes. Donc là, je rappelle les avantages. Donc les cavaliers... Faut le lire dans ce sens-là. Hein. Les cavaliers, des avantages contre les piquiers, avantages contre les archers. Les piquiers, avantages contre les cavaliers, des avantages contre les archers. Et les archers, des avantages contre les cavaliers, avantages contre les piquiers. Fin du combat. À la fin du combat, les troupes ne récupèrent pas leur point de vie. Donc vous imaginez, vous avez un piquier. Quand il est blessé, vous cochez les cases points de vie sur votre carte. Ok. Et donc, elles récupèrent pas leur point de vie. Il faut considérer les points de vie des troupes comme leur nombre d'unités encore disponibles. Ainsi, vous pouvez fusionner par exemple deux troupes de piquiers, ayant l'une 3 points de vie et l'autre 3 points de vie pour faire une troupe qui a 6 points de vie. Il y a des avantages et des inconvénients. Si vous avez deux troupes de 3 points de vie, bah sur la carte, ça prend plus de place. Vous pouvez mobiliser vos bataillons. Par contre, elle vous coûte 2 fois plus en entretien, puisqu'une troupe vous coûte 1 en entretien, quoi qu'il arrive. Qu'elle soit entière ou pas. Capture de territoire. Un territoire est capturé... un territoire, lorsqu'il est capturé par un joueur ennemi, continue de produire des ressources. Les joueurs doivent cependant être acheminés jusqu'à la ville du joueur. Il est possible de piller le lieu à la place de produire des ressources, ce qui abaisse le niveau de bâtiment de production de 1 et donne immédiatement les ressources aux joueurs qui la pillent sans aucun besoin de les faire transiter. En gros, tu peux te dire, le mec il a une ferme niveau 2, je vais la faire descendre niveau 1 et je récupère tout de suite la production. Sans qu'elle transite jusqu'à ta ville. Rappel, un territoire est considéré comme étant sous le contrôle du joueur A si... Donc c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Je rappelle la règle d'acheminement des ressources. Ensuite, également, lorsqu'une ville par un joueur... lorsqu'une ville a été prise par un joueur, le propriétaire de la ville continue de faire les étapes suivantes, donc gestion des influences, gestion du village, produire des ressources, gestion du village, tirer les cartes d'événements, gestion des troupes, déplacer les armées. Par contre, tu ne peux faire que les actions suivantes avec l'accord du joueur qui détient la ville. Donc construire des bâtiments, ça veut dire que en gros si Seyes a capturé la ville d'Isil, Seyes doit donner son autorisation à Isil pour qu'il construise des bâtiments dans la ville. Également, il doit donner son autorisation pour qu'il enrôle des troupes. Toutes les ressources peuvent être prises par le joueur qui a envahi la ville, mais elles doivent être acheminées comme s'il s'agissait d'un territoire standard. Résolution d'une guerre. Dans le cas où un joueur perd sa ville, il peut trouver un accord avec le joueur qui l'occupe. Si le seigneur est mort, c'est son enfant qui prendra la suite. Imaginons... Isil et Seyes se sont pris la tête. Seyes envahit la ville d'Isil. Il a même tué Isil. Et ben, la descendance d'Isil prend quand même le relais pour la direction de la ville. T'as pas de stade de stérilité, t'as pas ce que tu veux, on s'en fout. RP parlant, on justifie la suite. Ça peut être sa femme, ça peut être sa fille, ça peut être n'importe qui dans sa famille. Ça peut être son cousin qui a repris la ville. Par contre, dans tous les cas, Seyes, il faut qu'il trouve accord avec celui qui gère la ville.
Dans le cas où tu trouves un accord, on dit vas-y, bah, je te paye mes 5 prochaines productions de céréales, elles seront pour toi, ou j'en sais rien, ou tout ce que produit ma mine, ce sera pour toi, j'en ai pas besoin. On imagine. Ça peut être ça l'accord, ça peut être ce territoire-là, il produit pour toi, j'en sais rien, des trucs comme ça, ce que vous voulez. Ok? Vous trouvez un accord, bah la guerre s'arrête. Trouvez un accord. Moi j'ai rien à gérer, c'est vous qui trouvez un accord. Par contre, vous trouvez pas d'accord, le propriétaire de la ville la perd. Donc imaginons, Isil t'a envahi, enfin Seyes t'a envahi Isil, et ben à un moment donné tu trouves pas d'accord avec Isil, il y a aucun accord, et ben tant pis, Isil tu perds le contrôle de ta ville, c'est terminé. Le joueur peut alors recommencer depuis le début, donc Isil tu peux recommencer depuis le début, ou alors tu joues un héritier ou un allié du joueur victorieux, donc tu joues un héritier de Seyes, un mec de sa famille de Seyes ou un allié de Seyes, et en fait on dit que la ville, bah tu la gardes puisqu'à la base c'était ta ville, mais en fait t'es un allié fidèle de Seyes, puisque t'es soit un membre de sa famille, soit un cousin, soit un allié, et en fait t'as été mis en tant que dirigeant de la ville pour aider Seyes, et donc dans ces cas-là tu deviens son vassal et tu lui jures fidélité. Après, rien n'empêche de faire des coups de pute, mais je veux dire, dans l'idée principale, tu dois quand même être son allié, donc on doit quand même te retourner l'esprit pour que tu le trahisses. C'est en gros l'intérêt d'une victoire aussi. Est-ce que vous avez des questions? Également, ce qui peut être fait, c'est que si on se dit, vas-y, je veux pas jouer un héritier et tout, je veux recommencer de zéro, et ben la ville d'Isil, elle peut continuer à exister, c'est juste que c'est plus Isil qui la dirige parce qu'elle a été perdue, et en fait, un nouveau joueur, un ancien joueur qui a perdu sa ville, il peut reprendre le contrôle de la ville d'Isil en étant un nouveau seigneur. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'en fait, j'ai terminé moi d'expliquer comment va se passer dans les grandes lignes le jeu. Est-ce que vous avez des questions sur le jeu? Est-ce qu'il y a des trucs que je dois revenir?